Imaginez, vous êtes passager d'un avion en pleine descente d'urgence. Au poste de pilotage, le pare-brise s'est brisé et le copilote est aspiré dehors. L'avion survole une région montagneuse et cherche un aéroport où se poser en urgence. Mais alors pourquoi un avion ligne s'est retrouvé dans une situation pareille? Comment le pare-brise a-t-il pu se fissurer? Et pour répondre à ces questions, j'ai analysé le rapport d'enquête, des dizaines d'articles de presse et j'ai même pu reconstituer dans les moindres détails toutes les étapes de l'accident avec l'aide d'un pilote d'Airbus A320. Passenger plane with part of its front windshield blown out. Aspirant à moitié le copilote Xu Ruichen hors de l'appareil. 迎接他们的却是一场空中惊魂。 Voici l'histoire du vol Sichuan 8633. Tout commence le 14 mai 2018 à 6h27 du matin. Un Airbus A319 de la compagnie Sichuan Airlines décolle de Chongqing en Chine, direction Lhasa, la capitale du Tibet. Un vol de routine d'un peu plus de 2 heures qui est opéré chaque jour. L'avion utilisé, l'Airbus A319, est un avion de construction européenne, très populaire, en service dans des compagnies comme Air France, EasyJet ou Volotea. Cet A319 en question avait été livré en 2011 à la compagnie et cumule presque 20 000 heures de vol le jour de l'accident. Au poste de pilotage, le commandant de bord Liu Xuanjian, 46 ans. Liu est un pilote expérimenté, instructeur et ancien militaire de l'armée de l'air chinoise et totalise plus de 13 000 heures de vol, dont presque 9 300 sur Airbus A320. À sa droite, le copilote Xu Ruichen, 27 ans, et totalise 2800 heures de vol, dont presque 1200 sur type. Il y a sur ce vol un troisième pilote, le commandant de bord Liang Peng, 33 ans, et c'est assez exceptionnel d'avoir 3 pilotes pour des vols aussi courts. La raison, c'est que les routes et les aéroports dans cette région peuvent être assez complexes à cause du relief, et les autorités chinoises imposent un équipage renforcé. En cabine, il y a 5 membres d'équipage, un agent de sécurité et 119 passagers. Tout semble parfaitement sous contrôle, mais personne à bord ne s'imagine ce qu'il va se passer dans les prochaines minutes. Le décollage et la montée initiale se passent sans encombre, et à 6h56, l'avion atteint son altitude de croisière de 9800 mètres ou 32 100 pieds. Oui, en Chine, les niveaux de vol se font en mètres et pas en pieds. Le vol se déroule normalement, la météo est bonne sur le parcours, les passagers prennent leur petit déjeuner et tout semble parfaitement routinier. Le troisième pilote, qui était assis au milieu sur le jump seat, part s'installer en cabine pour se reposer et aussi pour s'asseoir sur un siège un peu plus confortable. En croisière, seulement 2 pilotes sont nécessaires au poste de pilotage. Et puis, à précisément 7h07 du matin, un bruit est enregistré par les boîtes noires. Le pare-brise se fissure en forme de toile d'araignée et simultanément, un message Anti-Ice Right Windshield apparaît sur l'ICAM. Ce message veut dire que le chauffage du pare-brise droit cesse de fonctionner. Quelques secondes plus tard, un deuxième bruit retentit. Les fissures empirent. L'équipage informe le contrôle aérien et demande à descendre vers une altitude plus basse. Alors, il y a un truc à savoir sur les pare-brises d'avion. Dans le cas de l'Airbus A320, il est constitué de 3 couches distinctes, 2 épaisses à l'intérieur et une plus fine à l'extérieur. Entre la couche externe et celle du milieu se trouve un film chauffant pour entre autres dégivrer et désembuer le pare-brise. Comment et pourquoi le pare-brise peut se fissurer, on le verra plus tard, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que quand le pare-brise est endommagé, la première chose à savoir, c'est quelle couche est touchée. Et c'est d'ailleurs ce que dit la checklist d'urgence d'Airbus. Touch the crack with a pen or carefully with nails. Et c'est exactement ce qu'a cherché à faire l'équipage. Ils vont toucher le pare-brise pour voir si la fissure se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. If no crack on cockpit side, no limitation. En gros, si la fissure se trouve à l'extérieur sur la couche fine, ça va. C'est pas génial, mais ça va. Mais si la fissure se trouve à l'intérieur de l'avion sur la couche épaisse, alors ça sent pas très bon. Cracks on cockpit side. Bon, dans le cas du vol Sichuan 8633, la fissure se trouvait à l'intérieur de l'avion. Et puis, à 7h07 et 45 secondes, l'enregistreur de vol capte un troisième bruit sourd.
Le pare-brise se fissure totalement, ce qui crée une décompression explosive. Le copilote est alors aspiré dehors à cause de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Des morceaux de structure s'envolent et une partie du FCI est arrachée de son logement et tordue vers le haut. L'autopilote et l'automanette se déconnectent et s'ensuit une cascade de pannes simultanées. Et cette cascade de pannes, on en reparlera plus tard parce que c'est peut-être pas ce que vous pensez. Le copilote est partiellement à l'extérieur de l'avion et seulement sa ceinture de sécurité le retient pour ne pas être totalement éjecté. Lorsqu'il s'est fait aspirer, son corps a violemment heurté le mini-manche, ce qui a poussé l'avion à entamer un virage à piquer à droite. En cabine, en une fraction de seconde, tout se transforme. Les masques à oxygène sont déployés, des papiers et objets légers s'envolent dans tous les sens, poussés par l'air qui s'échappe brutalement. La température ambiante diminue, un léger brouillard peut se former, parfois à cause de la condensation. Pour les passagers, c'est un véritable choc. Et lors d'une dépressurisation, l'air devient plus mince, l'oxygène se raréfie et le corps réagit immédiatement avec des essoufflements, des vertiges et possiblement des bourdonnements dans les oreilles et d'autres. Un peu comme en très haute montagne. En fonction de l'altitude, à cause du manque d'oxygène, on peut s'évanouir plus ou moins vite. Il y a un truc qui s'appelle le temps de conscience utile. En gros, c'est le temps pendant lequel une personne privée d'oxygène peut encore réfléchir et agir efficacement avant de perdre connaissance. À cette altitude de 10 000 mètres, le temps de conscience utile est en général un peu moins de 1 minute, mais ça varie en fonction de la santé de chacun. Autrement dit, sans masque à oxygène dans la prochaine minute, les passagers et les membres d'équipage risquent de perdre connaissance. Pendant ce temps, le contrôle aérien va contacter à plusieurs reprises l'avion, mais sans obtenir de réponse. Le commandant de bord se retrouve seul aux commandes et lutte pour contrôler l'avion dans des conditions qui ne sont pas soutenables. Et ce qu'il va chercher à faire dans un premier temps, c'est de descendre à une altitude qui soit plus soutenable et où l'air est plus respirable. L'altitude qui est utilisée pour établir en cas de dépressurisation, c'est généralement 10 000 pieds ou environ 3 000 mètres. En dessous de 3 000 mètres, l'air est suffisamment riche en oxygène pour qu'on ne ressente pas les effets de l'hypoxie. Et c'est d'ailleurs ce que dit Airbus dans sa checklist de descente d'urgence. Max flight level 100. Mais il y avait un problème. Ils vont pas pouvoir descendre à 3000 mètres, ou du moins pas tout de suite. À ce moment-là, l'avion est en train de survoler une région montagneuse avec des pics pouvant atteindre plus de 6000 mètres et toute la région est soumise à des altitudes minimales de survol. Descendre en dessous de ces altitudes, c'est prendre le risque de s'écraser contre une montagne. Regardez. Ça, c'est la carte officielle de la région. Donc on voit ici en vert l'aéroport de départ et en jaune la route supposée de l'avion. Et puis des petits numéros qu'on voit un petit peu partout, en violet et en rouge, ça c'est les altitudes minimales de survol. Donc on voit qu'avant la chaîne montagneuse, les altitudes minimales sont relativement basses, mais après la chaîne montagneuse, les altitudes minimales sont beaucoup plus hautes. À 7h08, l'avion se trouve autour du point Ladup. Et donc du coup, on voit qu'il ne va pas pouvoir descendre en dessous de 23 600 pieds. Et le truc, c'est qu'à cette altitude, la concentration d'oxygène reste relativement faible. Ils vont se stabiliser à cette altitude pendant 7 minutes. Imaginez comment ça doit être long 7 minutes dans ces conditions. Dans sa descente, l'avion dépasse les 10 000 pieds par minute et atteint 349 nœuds, ce qui est quand même beaucoup. Et ce qu'on peut faire, c'est croiser les infos avec Flight Radar. C'est une application qui enregistre en temps réel les trajectoires des avions. On voit ici la courbe bleue qui représente l'altitude et la courbe jaune qui représente la vitesse. Donc on voit bien ici, l'avion a fait une descente très nette vers 23 600 pieds. Et on voit bien pendant ces 7 minutes que l'avion en profite pour faire demi-tour jusqu'à à peu près là où il va reprendre sa descente pour atteindre ces fameux 10 000 pieds ou 3 000 mètres. Le troisième pilote, qui était assis en cabine, revient au poste de pilotage afin de prêter main forte. Et ce qu'il découvre est assez surprenant. 进了驾驶舱之后，首先我就看见的就是飞机在转弯，然后下边全是水。对，我们在山上嘛，然后我就马上坐好，系上安全带，我就马上把氧气瓶都拿出来，然后我就看他，我就给那个机长，就是给刘机长示意，我就说给带上，然后他说没问题，我说那行，然后我就带着。 Il s'assoit dans le cockpit, met son masque à oxygène, comme tout le monde dans l'avion, tout le monde, sauf le commandant de bord. Le commandant de bord ne portait pas son masque à oxygène. Il a fait toute la descente d'urgence sans oxygène.
Et je sais pas si vous vous en rendez compte à quel point c'est inhumain. Enfin, je sais pas dans l'histoire de l'aviation si c'est déjà arrivé. À vous de me dire en commentaire si vous connaissez une histoire comme ça. Mais alors pourquoi faire une descente d'urgence sans oxygène ? En fait, il a bien essayé d'attraper son masque, il a voulu le mettre, mais le problème c'est que l'avion était difficilement contrôlable, l'autopilote était hors service, et donc il devait continuer à piloter l'avion manuellement avec sa main gauche. Et il n'arrivait pas à atteindre son masque à oxygène placé derrière le siège avec sa main droite. Et malgré tout, il est resté conscient tout du long. Faut dire que c'est assez incroyable, il a quand même fait une descente d'urgence en pilotage manuel sans masque à oxygène. Le mec avait vraiment une super condition physique. Pendant la descente, la pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'avion se rééquilibre et le copilote réussit à se rasseoir sur son siège. Il est blessé, sonné et inapte à piloter. L'avion sort petit à petit de la région montagneuse, mais ils ne sont pas encore sortis d'affaire parce que l'atterrissage va être assez complexe. Bon, déjà, ils vont pas retourner à l'aéroport de départ parce qu'il est un peu trop loin, ils vont plutôt se dérouter vers un autre un peu plus proche, l'aéroport de Chengdu. Mais il y a plusieurs problèmes. Rappelez-vous de la cascade de panne. Eh bien le truc, c'est que beaucoup de ces pannes n'ont pas grand-chose à voir avec le pare-brise de l'avion. Bon, je rentre pas trop dans le détail des pannes. On peut se dire que c'est comme si la vitre de votre voiture se brisait et que plein de voyants s'allumaient, dont le voyant de l'essence par exemple. Et pour être honnête, quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, ça m'avait un peu scotché. Je comprenais vraiment pas comment c'était possible. Et en fait, la réponse, elle est hyper simple. Quand le pare-brise s'est brisé, la différence de pression était tellement grande que la porte du poste de pilotage s'est ouverte. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle est censée faire pour rééquilibrer la pression entre le cockpit et la cabine. Mais elle s'est ouverte tellement violemment qu'elle est venue taper brutalement sur le panneau des disjoncteurs et ça en a fait sauter 17 d'entre eux. C'est un peu comme si chez vous, vous claquiez la porte tellement forte des panneaux de disjoncteurs que ça en ferait sauter. Bon, je sais pas si ça marche vraiment à la maison, mais vous voyez l'idée. Quand un disjoncteur saute, ça coupe le système associé et ça explique comment on se retrouve avec des multiples systèmes qui tombent en panne en même temps. Et le truc, c'est que ce panneau, il est derrière eux, derrière les pilotes, et du coup, ils vont pas le voir. Et il y avait encore un autre problème. Ça fait beaucoup là, non ? Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Je vous ai choisi un vrai cas aujourd'hui. À la base, le vol était prévu entre Chongqing et Lhasa et devait durer 2h40, mais il a été interrompu. Pour faire simple, disons qu'il va manquer un peu plus de 2 heures de vol, donc 2 heures de carburant non consommé, et l'avion se retrouve donc plus lourd que prévu pour l'atterrissage. Et ce qui n'aide pas, c'est que certains des systèmes tombés en panne à cause de la porte du cockpit sont des moyens de freinage. Donc pour résumer, on a un avion plus lourd que prévu avec des moyens de freinage dégradés. L'avion commence son approche finale, l'équipage ralentit et configure l'avion pour l'atterrissage sur la piste 02 droite à Chengdu. À 7h41, l'Airbus A319 touche le sol. Il freine presque uniquement à l'aide des freins sur les roues. La température maximale des pneus est atteinte et 2 pneus se dégonflent automatiquement. Mais malgré ça, l'avion arrive à s'immobiliser sur la piste. À 7h44, le commandant de bord transmet un dernier message à la tour de contrôle. Il les informe qu'ils ne pourront pas rouler et qu'il y a des blessés à bord. Les 119 passagers et 9 membres d'équipage ont tous survécu dans ce qu'on peut appeler un miracle. Il y a seulement 2 blessés, le copilote et une hôtesse de l'air. Et la question que je me pose, c'est comment le pare-brise d'un avion peut-il se fissurer en plein vol ? Ça va vous paraître fou, mais ce scénario est déjà arrivé. Oui, avant ça, il y avait déjà eu un avion qui avait perdu son pare-brise en plein vol. C'était un avion de British Airways dans les années 90 qui a eu un scénario similaire. Lors de la montée, le pare-brise n'a pas supporté la pression et s'est arraché de son cadre. C'était dû à une erreur de maintenance. Le pare-brise avait été changé la veille et la maintenance avait utilisé des vis trop petites, ce qui l'a fragilisé. L'avion a réussi à se poser et là encore, miraculeusement, il n'y a pas eu de victime. Dans le cas du vol Sichuan 8633, c'était pas une pièce mal fixée ou un choc extérieur, mais plutôt une infiltration d'eau. Le joint d'étanchéité qui est censé protéger les câbles électriques qui servaient à chauffer le pare-brise pour éviter le givre, il n'était pas étanche. Et l'humidité a généré des petits arcs électriques
Et avec le temps, les différentes couches se sont endommagées jusqu'à se fissurer et s'arracher de leur cadre. Le rapport final recommande à Airbus d'améliorer la conception des pare-brises et aussi d'étudier la possibilité d'intégrer des systèmes de détection d'arcs électriques plus sensibles. Un bulletin a aussi été issu aux compagnies aériennes pour renforcer l'inspection des joints de pare-brise. Après l'incident, l'équipage du vol 8633 est salué en héros par les médias. L'équipage continue de travailler pour Sichuan Airlines et la compagnie aérienne continue de maintenir le vol 8633 en service sur la même route. L'avion, lui, a été réparé et remis en service en janvier 2019.